Salut le jeune! Et dis le jeune, tu savais que les coiffeurs étaient en grève? Ça nous ferait une très belle illustration pour notre chapitre sur l'engagement politique. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas parler d'engagement politique, mais on va parler du chapitre d'économie de terminale, comment lutter contre le chômage. Dans cette vidéo, tu vas retrouver 3 temps principaux. Premier temps, un petit rappel de l'importance des mécanismes. Deuxième temps, on va s'arrêter sur 5 mécanismes essentiels. Je te rappelle, le jeune, que nous avons identifié 12 mécanismes très importants pour ce chapitre. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras ces 12 mécanismes détaillés dans un document PDF. Et ensuite, troisième temps, le jeune, on va s'arrêter sur 2 sujets de bac, un sujet de C1 et un sujet de dissertation. Voilà le programme. Allez, c'est parti. Donc, premier temps, un petit rappel sur l'importance des mécanismes. Le mécanisme, il faut que ça soit bien clair pour toi, le jeune, c'est la cache machine de ta copie, c'est-à-dire une copie avec des mécanismes, ce sont de bonnes explications. De bonnes explications, ce sont généralement de bons paragraphes à lui. Des bons paragraphes à lui, généralement, c'est une bonne note à la clé. Et ça, le jeune, ça t'intéresse comme truc. Allez, c'est parti. Premier mécanisme. Au début du chapitre, on nous demande de travailler ce qu'on appelle les problèmes d'appariement. Ce sont différents problèmes d'inadéquation que l'on observe. Parmi ces problèmes d'appariement, il y en a un en particulier, ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Qu'est-ce qu'on appelle ce chômage frictionnel? Comment est-ce qu'on pourrait le décomposer sous forme d'un mécanisme? On imagine qu'un individu perd son emploi. Nous sommes dans un monde où l'information, contrairement à l'hypothèse qu'ont fait les économistes par rapport à une situation de concurrence pure et parfaite où ils parlent d'information parfaite, nous sommes dans un monde d'information imparfaite. C'est-à-dire que offreurs et demandeurs de travail ne connaissent pas en permanence l'intégralité des offres ou des demandes de travail. C'est-à-dire pour un employeur, c'est-à-dire un demandeur de travail, il ne connaît pas tous les offreurs de travail qui seraient susceptibles de candidater, et vice-versa, un offreur de travail, un salarié ou un chômeur, ne connaît pas toutes les situations, toutes les potentielles opportunités de travail qui existent. Donc nous sommes en situation d'information imparfaite. Cette information imparfaite relativement au poste disponible génère une inadéquation entre l'offre et la demande de travail, ce qui génère un chômage frictionnel. Autre élément très important dans ce chapitre, le lien entre des souvenirs de première, les asymétries d'information, une notion clé de chapitre, le salaire d'efficience et le chômage structurel. En première, vous avez vu les asymétries d'information, des situations où il existe une inégalité dans la possession de l'information entre 2 agents économiques qui fait que l'un des 2 agents peut l'utiliser à son avantage. Vous avez vu 2 situations, des asymétries d'information qui existent avant la signature du contrat. On parle de sélection adverse, entre guillemets, le risque de sélectionner le mauvais candidat, l'adversaire, entre guillemets, et si l'asymétrie d'information a lieu après signature du contrat, on parle d'aléa moral. Ici, on va s'intéresser au cas de la sélection adverse. Que se passe-t-il pour les entreprises quand il y a Pourquoi est-ce qu'il y a sélection adverse? Il y a un risque pour les entreprises d'attirer de mauvais candidats au moment de l'embauche. Que font les entreprises en réaction pour essayer de limiter ce risque? Généralement, ils vont augmenter le niveau des salaires. Si vous augmentez le niveau des salaires, vont venir des candidats plus motivés, plus diplômés par rapport à l'offre que vous proposez. Et donc, en fait, les entreprises, par ce comportement, par ce salaire d'efficience, un salaire qui vise à attirer de meilleurs candidats ou à motiver les candidats dans l'entreprise, par ce comportement, elles génèrent un salaire moyen qui devient supérieur au salaire d'équilibre. Donc si le salaire moyen devient supérieur au salaire d'équilibre, il y a donc une baisse de la demande de travail qui émane des entreprises, ce qui génère du chômage. Autre élément, on avance un peu dans le mécanisme, on avance un peu dans le chapitre. Par rapport aux explications du chômage, une des explications, c'est notamment chercher à comprendre ce qu'on appelle le chômage conjoncturel, c'est-à-dire le chômage qui est lié au cycle et à l'activité, aux fluctuations de l'activité économique.
En fait, ce chômage, ces fluctuations économiques, on peut l'observer dans les deux sens, soit une période de croissance, c'est le mécanisme que je propose ici, mais on peut aussi le voir dans la description en cas de période de crise. S'il y a une période de croissance, la demande globale, c'est-à-dire la demande qui émane de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises et des exportations, est en tendance, donc une tendance à la hausse. Si cette demande globale est en tendance à la hausse, cela amène une hausse de la production. Hausse de la production des entreprises qui génère une hausse des embauches, donc dit autrement, donc une hausse de la demande de travail, ce qui fait diminuer le chômage conjoncturel. Autre élément. Donc nous sommes là sur les explications au chômage. Comment faire diminuer le chômage? C'est d'ailleurs le titre de ce chapitre. Comment lutter contre le chômage? On voit différents moyens proposés par les économistes pour faire diminuer le chômage. Donc une des possibilités qui existent, un des outils qui existent, c'est la politique monétaire de relance. Politique monétaire de relance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale amène une baisse des taux d'intérêt directeurs. Cette baisse des taux d'intérêt directeurs va se répercuter sur les banques commerciales, qu'on appelle aussi les banques de second rang, qui vont à leur tour baisser leur taux d'intérêt, puisque, petit souvenir de première, elles ont plus de facilité à se refinancer sur le marché interbancaire. Si les banques commerciales diminuent leur taux d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une hausse des crédits contractés par deux catégories d'agents économiques, les ménages et les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles vont augmenter leurs investissements. Par exemple, une entreprise qui hésite à acheter une nouvelle machine, elle voit le taux d'intérêt des crédits qui diminue et se dit, bon, c'est le moment, j'achète à crédit ma machine. Un ménage, lui, de son côté, par exemple, il hésite à acheter une nouvelle voiture, il voit les taux d'intérêt qui diminuent, il se dit, c'est le moment, j'achète ma nouvelle voiture. Et donc, hausse des investissements des entreprises, hausse de la consommation des ménages. Hausse de la consommation, hausse des investissements, ça nous fait 2 des 3 composantes de la demande globale. Si la demande globale augmente, hausse de la production des entreprises, hausse des embauches, baisse du chômage. Un dernier mécanisme que nous détaillons aujourd'hui, toujours dans les solutions pour lutter contre le chômage, la question de la politique d'allègement du coût du travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parmi les possibilités, vous avez vu que quand on verse un salaire à un salarié, en fait, il faut bien décomposer les différentes choses qui existent. Il y a le salaire net touché par le salarié, après il y a les cotisations sociales salariales, les cotisations sociales patronales. Tout cet ensemble, salaire net plus cotisation sociale salariale plus cotisation patronale, forme ce qu'on appelle le salaire super brut. Et donc, une des possibilités qui existent, préconisée par certains économistes, c'est un allègement ou une suppression, exonération égale suppression, des cotisations patronales. L'idée, c'est quoi? C'est de baisser le coût du travail pour les entreprises, baisser le coût du travail pour les demandeurs de travail. Donc l'idée, pourquoi baisser le coût du travail? Ça amènerait une hausse de la rentabilité des entreprises. Si les entreprises sont plus rentables, cela fait augmenter la demande de travail et cela génère une baisse du chômage. On va s'arrêter maintenant sur deux sujets de bac. À partir de maintenant. Premier sujet de bac, j'ai choisi une EC1. L'idée, c'est de se mettre un petit peu dans la tête du prof quand il voit des sujets et que vous puissiez acquérir certains réflexes au moment de rédiger votre copie, au moment d'être au brouillon. Donc la question est la suivante. En quoi les asymétries d'information sont des sources de chômage structurel? Vous verrez sur le tableau, j'ai utilisé U comme abréviation de chômage. En quoi les asymétries d'information sont source de chômage structurel. Donc là, premier réflexe, quand je fais une EC1, je définis les mots-clés. Asymétrie d'information, chômage structurel. Asymétrie d'information, j'en ai parlé tout à l'heure. Chômage structurel, qui se distingue du chômage conjoncturel, c'est le chômage qui est dû à des éléments du marché du travail qui dysfonctionnent. Donc c'est un chômage de long terme, contrairement à un chômage conjoncturel qui est directement lié à l'activité économique et à ses variations. Donc qu'est-ce que je peux répondre à cette question? On nous demande de parler d'asymétrie d'information et dans quoi ça génère du chômage structurel. Asymétrie d'information, tout à l'heure j'en ai parlé d'une, donc là on vous dit les asymétries d'information, donc ça veut dire qu'il faudrait que je développe
les deux asymétries d'information. Donc ici, je repense à mon mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en quoi de la sélection adverse générait une tentation à payer les futurs salariés au salaire d'efficience, ce qui fait augmenter le niveau de salaire et donc génère du chômage. Donc ça, c'est un premier élément. On pense aussi à l'autre facette, c'est-à-dire l'existence d'un aléa moral, cet aléa moral qu'on appelle aussi le comportement de tir au flanc ou comportement opportuniste, le fait qu'un salarié, une fois embauché par exemple en CDI, se sait protéger et donc il a tendance à diminuer sa productivité. L'employeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut augmenter le salaire des salariés en poste dans le but de les rendre plus productifs. Le problème, c'est que en augmentant le salaire, ils augmentent le niveau des salaires sur le marché du travail, ce qui a tendance à faire diminuer la demande de travail. Très bien. Donc on voit ensuite, donc on a mis nos deux mécanismes, on a défini nos deux mots-clés. Ben c'est bon, hein, c'est une EC1, il n'y a pas non plus besoin d'écrire des tartines. Ensuite, sujet de dissertation. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on se met un petit peu dans la tête. Le sujet est le suivant. Les politiques de soutien à la demande globale sont-elles suffisantes pour lutter contre le chômage? Donc là, on repense à ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que en dissertation, on a deux types de sujets, des sujets débats et des sujets explicatifs. Là, on a clairement un sujet débat, c'est-à-dire qu'on nous dit est-ce que tel élément est-il suffisant pour expliquer ça? Ça nous induit l'idée que c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas toute la réponse. Donc en fait, à partir de là, on va constituer notre réponse. Donc on est au brouillon, on se dit, voilà, les politiques de soutien à la demande globale. Donc je repense à mes politiques de soutien à la demande globale. Donc en quoi une politique monétaire de relance peut amener une baisse du chômage. On pense à en quoi une politique budgétaire de relance peut amener à une diminution du chômage. Donc ça nous ferait par exemple une première partie où on montrerait que les politiques de soutien à la demande globale permettent en partie de diminuer le chômage, en partie de lutter contre le chômage. Le problème, c'est qu'à partir de là, enfin le problème c'en est pas un, mais ça veut dire qu'on attend d'autres réponses. Donc il faut aller chercher dans notre cours, dans nos mécanismes, quels éléments permettraient d'expliquer comment est-ce qu'on peut lutter contre le chômage. Et ben là, c'est pas compliqué, hein. On va aller rapatrier les différents mécanismes. Une baisse du coût du travail, ça permettrait pour certains économistes de diminuer le chômage. Une flexibilisation du marché du travail, ça permettrait pour certains économistes de diminuer le chômage. Une augmentation du niveau de formation, ça permettrait pour certains économistes de diminuer le chômage. Donc, vous voyez, on met tous ces éléments bout à bout. Donc on a notre première partie où on explique que politique monétaire et budgétaire permettent de lutter contre le chômage. Soit après, on va constituer deux parties pour faire un plan en tout en trois parties. On répartit ces mécanismes, ou sinon on met en gros trois grandes explications dans notre deuxième partie. L'idée, c'est d'aboutir à un plan équilibré, donc ça, c'est le travail du brouillon. Voilà comment est-ce qu'on peut décrypter un petit peu ces sujets. Allez les chameaux, au boulot!